Malgré toutes les mesures qui ont été prises, et nous prendrons d'autres mesures parce qu'il faut toujours se battre pour l'emploi. Alors, on va aller dans le fond ensuite justement des propositions avec vous. C'est important de parler très concrètement. Florian Philippot, vous restez très sage dans ce studio. Donc il faut débattre. Vous entendez Sébastien Huyghe à côté de vous. Bon, c'est toute la faute de la crise. Je trouve ce discours assez désespérant déjà parce qu'on a l'impression qu'on ne peut rien faire et puis très facile. Excusez-moi, mais la crise, ça n'est pas une nuée de moustiques, ça n'est pas un raz-de-marée, ça n'est pas un tremblement de terre. La crise, elle ne vient pas de nulle part. Elle est le résultat de choix économiques, de choix idéologiques absolument désastreux. Et c'est contre ces choix-là qu'il faut aller, parce que ça fait 20 ans qu'on entend ce discours. Alors là, on va faire un nouveau sommet Barjabulle. Il y a des comités Théodule, des réunions Mironton, et puis on va faire combien de sommets comme ça en 10 ans? Il y en a déjà eu 72 peut-être, des sommets sur l'emploi. Là, c'est le 18 janvier le prochain. Là, ça ne résout absolument rien. On voit bien que l'UMP comme le PS d'ailleurs, et votre invité le confirmera je pense au téléphone tout à l'heure, n'ont pas de solution. Ils ressassent toujours les mêmes vieilles petites recettes. Alors le PS nous parle des emplois jeunes qui vont essayer de décongeler. L'UMP nous dit on va faire un sommet sur l'emploi. Alors que la vraie solution, c'est de réindustrialiser la France, parce que la France est un pays sans usine. Mais ça, réindustrialiser la France, ça passera. Alors les propositions, elles sont très concrètes. Et vous ne pouvez pas les faire si vous restez dans le carcan des traités européens actuels. Il faut évidemment des protections aux frontières. Des protections aux frontières. Vous êtes forcément toujours là-dessus. Évidemment. Sur le on ne fera rien sans ça, parce que d'autres pays agissent. Parce que monsieur Huyghe nous dit voilà, c'est la crise, on peut rien faire, mais je vous signale que le Brésil agit. Il fait du protectionnisme. Il fait une loi achetons brésilien, et nous proposons une loi achetons français. Le Canada agit, la Suède, qui n'est pas dans l'euro, je vais faire % de croissance cette année. Je vais vous dire la croissance. D'acheter français. Non, aux entreprises et aux collectivités locales. Moi, ça ne me choque pas que l'armée achète des vêtements français, vous voyez. Je trouve ça même tout à fait normal. C'est une loi qui s'applique évidemment à l'État et aux collectivités locales. Par exemple, notre police doit rouler en voiture française. C'est la moindre des choses. La réponse, elle est forcément européenne. Et donc, c'est aux frontières de l'Europe qu'il faut que nous mettions un certain nombre de règles. Mais vos traités l'interdisent. Vos traités l'interdisent. Tous ensemble. Si l'ensemble des pays européens se mettent d'accord, il est. Mais l'Allemagne, alors ça, c'est une question très intéressante. Attendez, Florian, juste une seconde. Juste une petite chose. Est-ce que c'est possible de se mettre d'accord au niveau européen? On voit toutes les difficultés que l'on a, que ce soit sur l'économie, la politique étrangère. Est-ce que c'est possible de s'entendre à 27 avec seulement 17 pays dans l'euro? Bien sûr, le sommet européen d'il y a quelques semaines l'a montré. Nicolas Sarkozy et Angela Merkel ont fait un certain nombre de propositions, des propositions qui vont vers la convergence entre les différents pays européens, et deux, sur le fait de mettre en place une nouvelle gouvernance économique de l'Europe. Et donc, dans cette nouvelle gouvernance économique de l'Europe, avec un gouvernement économique de l'Union européenne, eh bien, des mesures peuvent être prises pour, par exemple, la taxe carbone que nous avions votée en France. Le problème, c'est que nous l'avions fait uniquement en France. Nous pouvons convaincre l'ensemble des pays européens de la mettre. C'est ça la taxe carbone. Non, oui, mais c'est pas possible de revenir aux frontières de l'Europe. Mais écoutez, je vais vous expliquer quelque chose. Moi, ce discours défaitiste, là, il est très défaitiste. On va faire une nouvelle réunion européenne. Cette année, j'ai compté, il y en a eu 6. 11 mars, 16 mai, 25 juin, 21 juillet, 23 octobre, 8 décembre. À chaque fois, on nous dit que c'est résolu, ça n'est jamais résolu. On voit bien que ce système ne marche pas. Et forcément, nous devons faire évoluer les règles. Vous êtes dans les mots, vous êtes dans les promesses. Alors concrètement, je veux dire concrètement, quelles sont vos propositions? D'abord, moi j'ai une question. Une baguette magique apparemment. Alors justement, on va sortir de la baguette magique. Moi, je veux du concret, d'accord? Je veux du concret. On a commencé avec les chiffres. Moi, je commence concret. Moi, je vais sortir des sommets, des réunions, etc. Juste cette question, Monsieur Philippot. Est-ce possible de s'isoler en Europe, par exemple en repassant au franc et en passant au protectionnisme? Est-ce que c'est possible de devenir une île, comme disait Monsieur Huyghe tout à l'heure? Non, ça c'est la manière du système de présenter les choses, très caricaturale. C'est la petite casse qui ne veut rien changer. Ça n'est absolument pas ça que nous disons. Nous disons qu'il faut nous réarmer dans la mondialisation. Ça suppose plusieurs choses. Quoi, des protections aux frontières, droits de douane et quotas d'importation, comme le font le Canada qui a 2 fois moins d'habitants que la France, comme le fait le Brésil, comme le font tous les pays du monde. Et ça, l'Europe l'interdit. Il est faux. C'est un mensonge de dire aux Français qu'on le fera au niveau européen, parce que l'Allemagne n'en veut pas et n'en voudra jamais. Vous le savez bien. Et 2, c'est interdit par les traités que vous avez tous soutenus avec le PS et le centre. Ça n'est pas vrai. 2, il faut un État fort, un État stratège, qui puisse aider ces secteurs en difficulté à réindustrialiser. Je prends un exemple très concret. En 1996, l'État français intervient pour sauver le textile français. C'était le plan textile, souvenez-vous. En 97, la Commission européenne
interdit ce plan et fait mourir le textile français et tous les emplois qui vont avec, sous prétexte que c'est contraire aux règles européennes que vous, l'UMP, le PS, le centre, vous avez tous soutenu et que vous continuez à soutenir. Deuxième mesure très concrète. Et c'est ce que fait l'Allemagne. Parce que l'UMP, Sarkozy est obsédé par l'Allemagne. Mais l'Allemagne, Merkel, elle agit. C'est l'Allemagne. Mais oui, parce que Merkel s'occupe de son pays. Elle n'a pas toujours les yeux rivés sur la France comme Sarkozy a les yeux rivés sur l'Allemagne. Eh bien, c'est un soutien, c'est ce que nous appelons le grand plan PME, PMI d'abord. Ça passe par une aide prioritaire parce que vous savez qu'en Allemagne, ce sont les PME qui créent l'emploi et en France aussi, mais en France, elles sont abandonnées. Ça passe par un impôt sur les sociétés progressif, parce qu'il n'est pas normal qu'elle paye en moyenne 30% d'impôts quand les amis du CAC 40 de Sarkozy en payent 8%. Ça passe par un accès au marché public. Les PME aujourd'hui sont exclues de la commande publique et ça suppose un Small Business Act à la française que Sarkozy avait promis en 2007 qu'il n'a pas fait et dont il savait qu'il ne le ferait pas. C'est encore pire parce que c'est interdit encore une fois par les traités européens. Voilà, c'est toute une gamme de mesures. Et sur l'euro, je vais vous dire un exemple très simple. En 2003, il y a un référendum en Suède pour passer à l'euro. Les Suédois disent non à 57%. On leur avait promis l'horreur, on leur avait promis l'enfer. Aujourd'hui, la Suède, cette année, fait 4% oui, mais de croissance. attention aux comparaisons. 0,2% ce sont pas les mêmes tissus sociaux, ce sont pas les mêmes populations. J'en ai un petit peu marre de ce discours apocalyptique pour faire peur aux Français sur l'euro. Il faut arrêter. Moi, je vois que tous les pays qui vont mal dans le monde sont justement les pays de la zone euro. Il faut peut-être se poser une question. Vous répondez en deux mots. Je suis désolé, on court après le temps. Si vous sortez de l'euro, simplement, ça veut dire que vous faites une hyperinflation. Et donc, ça veut dire que tous les produits d'importation seront... Mais non, c'est une réalité. Vous n'avez pas étudié les études. Vous aurez une dévaluation, si vous revenez au franc, une dévaluation du franc phénoménale, compte tenu de la situation budgétaire de la France également. Non mais je crois que vous ne savez pas de quoi vous parlez. Mais si, écoutez... Est-ce que vous avez lu les études, par exemple Jacques Sapir? Jacques Sapir explique une dévaluation de 25%. Vous n'y connaissez rien, etc. Non, mais parce que j'entends ces arguments, mais je vais y répondre parce que c'est facile. Après, on vous avez le discours du système, on disqualifie l'adversaire à partir du moment où on n'a plus d'arguments à lui opposer. Donc la question c'est si on revient au franc, simplement on aura une dévaluation du franc phénoménale, ce qui veut dire que l'ensemble des Français vont devoir payer beaucoup plus cher tous les produits d'importation et au premier rang desquels l'énergie, c'est-à-dire le pétrole. Sur les PME, PMI dont parlait Monsieur Philippot. Qu'est-ce que vous répondez désindustrialisation? Eh bien oui, justement, le président de la République a annoncé un plan pour réindustrialiser la France et réindustrialiser. Il suffit pas de dire tout le monde va acheter français. À 5 mois d'élection présidentielle. Mais non, mais on en parle depuis 2007. Il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises. Non, il y a des mesures qui ont été prises. On a sauvé dans la crise d'ailleurs la filière automobile. Si ça n'avait pas été fait, il y aurait plus de filière automobile en France qui emploie aujourd'hui 10% de la population française. Chaque mois, est-ce qu'il faut encore accélérer la réindustrialisation du pays? L'accélérer, mais on se désindustrialise. Et tout ça se fait par la compétitivité. Ouais. On ne peut rien imposer aux entreprises en disant vous devez rester en France, c'est une obligation, on va faire une loi pour que les Français achètent français. Non, les administrations, faites pas semblant de comprendre. C'est que les entreprises industrielles françaises se sentent bien en France. Nous avons supprimé la taxe professionnelle, c'est un outil pour éviter la délocalisation. Nous devons libérer le travail, le carcan des 35 heures. Nous avons commencé à desserrer l'atteinte. Il faut continuer. Voilà, ce sont les mesures qui vont permettre aux entreprises de pouvoir se développer sur le sol français. Parce que, comme l'avait dit Nicolas Sarkozy, dès 2007, le mot ouvrier n'est pas un gros mot. Il faut inciter les entreprises industrielles à rester en France et à produire en France. Et pour cela, il faut de la compétition. Vous allez réagir dans une seconde. Juste avant, on va aller vers Alain Vidalis, qui est du Parti Socialiste. Il nous rejoint dans ce débat. Donc comme ça, vous allez pouvoir aussi vous confronter à une deuxième personne. Florian Philippot, je vous vois évidemment vous impatienter, c'est normal. Alain Vidalis, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes député socialiste des Landes, secrétaire national du PS au travail et à l'emploi. Bon, vous aussi, vous n'êtes pas vraiment tendre avec Nicolas Sarkozy. Ce matin, vous parlez des trois choses qui sont catastrophiques, les trois fautes de Nicolas Sarkozy, vous dites. Oui, parce que je pense que dans la situation d'aujourd'hui, il y a certes la crise, mais il y a aussi la responsabilité d'un pouvoir qui est en place, une majorité depuis 10 ans, et d'un président de la République qui, en 2007, avait dit si je veux ramener le chômage à 5%, et s'il arrive à 10%, les Français en tireront les conséquences. Eh bien, je pense que le moment est venu, effectivement,
constater cet échec. Quelles sont les trois fautes, Monsieur Vialis, de Nicolas Sarkozy dont vous parlez? Quelles sont les trois fautes? Écoutez, la première, c'est d'avoir mené une politique à l'envers s'agissant de l'utilisation de l'argent public, qui est rare aujourd'hui. Quand les Allemands aidaient massivement le chômage partiel pour maintenir le lien entre les salariés et l'entreprise, nous on a fait les heures supplémentaires. C'est quand même une aberration d'un système qui existe uniquement en France et pour lesquels on dépense quand même aujourd'hui 4,5 milliards par an. Donc là, il y a une faute majeure et qu'il est encore plus quand la crise s'aggrave. La deuxième, c'est de continuer à faire des plans d'austérité sans s'en rendre compte qu'on a un problème. C'est que, évidemment, plus la croissance va diminuer, moins il y aura d'emplois et plus on va s'enfoncer dans ces chiffres qui sont épouvantables. Et la troisième, c'est, je crois, de ne pas avoir constaté ni donné les moyens à Pôle emploi d'avoir un suivi des demandeurs d'emploi. Vous avez un rapport parlementaire qui vient d'être fait par 2 députés, un député UMP et un député PS, et qui constate l'absence de moyens nécessaires en période de crise pour Pôle emploi. On sait bien que pour les gens, le chômage, ça correspond souvent à des périodes de détresse, d'isolement, et qu'ils ont besoin d'être accompagnés. Il y a là déjà 3 erreurs qui n'ont rien à voir avec la crise, au moins pour 2 d'entre elles, et qui auraient pu permettre de mener une autre politique. Alors que faire, Alain Vialis? Que faire? Écoutez, nous avons des propositions à faire aujourd'hui qui partent du constat, premièrement, que l'argent public n'est pas totalement disponible. Donc on a réfléchi en termes de redéploiement. Donc à la place des 4,5 milliards pour les heures supplémentaires, on souhaite en redéployer une grande partie pour la création immédiate dans ce qu'on appelle des emplois d'avenir, qui sont des emplois à temps plein, payés au SMIC pour les collectivités locales, des emplois d'avenir. Donc on propose sur la législature d'en faire 300 000, mais l'important c'est aujourd'hui, c'est-à-dire d'en faire 100 000 sur 2012 et 2013. Ensuite, François Hollande a proposé le contrat de génération. C'est un redéploiement, là aussi, par des exonérations de cotisations dont bénéficient les employeurs. Et c'est l'engagement qui est demandé aux entreprises de lier l'embauche d'un jeune avec le maintien d'un senior. Je pense qu'il faut qu'il y ait une mobilisation des entreprises aussi, puisqu'on a aujourd'hui un taux de chômage des seniors extrêmement important, qui a augmenté de 15% en un an, et un taux de chômage des jeunes qui atteint aujourd'hui 25%, c'est-à-dire un jeune sur 4 et 660 000 jeunes de moins de 25 ans. D'où la mesure, la première, qui n'est pas une panacée en soi, ni destinée à exister tout le temps, mais il nous faut une mesure d'urgence pour faire une sorte de choc sur l'emploi, et notamment sur l'emploi des jeunes, et puis le contrat de génération. Alors, voilà. Alain Vialis, réaction avec nous. D'accord, très bien. On va débattre maintenant autour de ces propositions. Florian Philippot, directeur stratégique de la campagne de Marine Le Pen, contrat d'avenir et génération. Moi, je suis très sceptique, je pense comme vos auditeurs, face à ce ronron traditionnel de l'UMP et du PS. Alors le PS nous dit on va refaire les emplois jeunes, rebaptisés emplois de génération, si je me trompe pas, de la dépense publique, on sait pas où ils vont trouver l'argent. Et l'UMP nous dit promis, on n'a rien fait pendant 4 ans, on va faire maintenant de la compétitivité, un pacte, où j'ai pas bien compris, et on va faire des sommets et des réunions. Bon, très bien. Simplement, moi je vois que l'UMP et le PS, ils ont voté tous les mêmes textes, Ils ont voté les mêmes traités, ils ont voté les mêmes directives, ils sont dans le même, on va dire, schéma ultralibéral depuis des années. Ça fait 30 ans que ce problème du chômage se pose, et vous dites, le titre de votre émission, c'est est-ce que ça va coûter cher à Nicolas Sarkozy? Ça coûte surtout cher aux Français, parce que le chômage, c'est de la misère dans toutes les familles. C'est notamment le chômage des jeunes qui a encore augmenté et qui a bondi de 2,2% là en novembre. Alors que faites-vous pour les jeunes? Allez, on repart dans le concret. Que faites-vous pour les jeunes et les seniors, effectivement, qui sont les catégories très touchées? 23% comme les seniors de chômage. Que faites-vous pour les jeunes? Eh bien, il faut leur proposer du travail. Et on proposera du travail si on relance la croissance, l'industrie, l'emploi. Et pour ce faire, il faut modifier le modèle économique, parce qu'on n'y arrivera pas si on a tous les jours la Chine, l'Inde, tous les pays du Maghreb, de Turquie, etc., ou d'Europe de l'Est même, qui nous envoient des produits. Donc finalement, vous, votre solution à tout, c'est le protectionnisme. C'est-à-dire, quelle que soit la question et que ce sont des écluses douanières, Ça, c'est de la caricature. Ça sert à rien de faire ça. On va débattre de manière rationnelle. Des écluses douanières ciblées pour les pays qui nous font une concurrence
déloyale sur les salaires, sur les normes sanitaires ou les normes environnementales. Pas l'Allemagne, par exemple, parce que l'Allemagne nous fait pas de concurrence déloyale, mais la Chine, oui. Et il serait temps de se protéger, parce qu'on a le droit de se protéger comme les autres, comme le fait le Brésil, comme le fait le Canada. Et puis, on n'y arrivera pas si on n'aide pas nos PME, nos PMI. Bien entendu, il faut qu'elles aient accès à la commande publique. Et puis, excusez-moi, je vais répondre à l'euro, parce qu'il y a eu beaucoup de contre-vérités. J'ai pas pu répondre tout à l'heure sur l'euro. On s'est attaché à un boulet au pied qui s'appelle la monnaie unique, qu'on nous a vendu comme plus de croissance, plus d'emplois et moins d'inflation. Résultat, on a des prix qui augmentent plus vite que dans les pays européens qui ont gardé leur monnaie nationale. Ça vient d'être démontré. On a moins de croissance chaque année. On a moins d'emplois. Et là, on continue à vouloir sauver à tout prix un euro, parce que les auditeurs ne s'y trompent pas. Le but de Sarkozy, c'est pas de baisser le chômage. Il n'en a strictement rien à faire. Sarkozy veut faire de la com, il veut faire de l'électoralisme. Son but, c'est de sauver et de renflouer l'euro à tout prix. Il l'a dit lors de ses vœux l'an dernier. Je sauverai l'euro à tout prix. Vous savez ce que... Non, il l'a dit lui-même. C'est pas un procès d'intention. Je sauverai l'euro à tout prix. Et le prix, c'est le chômage, c'est la baisse du pouvoir d'achat, et c'est le fait de payer la dette des autres. Parce que en ce moment, nous payons la dette de la Grèce. Vous répondez à Florian Philippot. C'est scandaleux. Merci. Alain Vidalies, vous répondez protectionnisme, fin de l'euro. Voilà les arguments du Front National finalement à toutes les questions. En tout cas, ce sont les arguments. Ce sont les arguments forts. Toujours les mêmes recettes. Alain Vidalies. C'est une analyse de la situation qu'on connaît bien, mais qui semble oublier ce qu'était la situation avant la création de l'euro. Vous savez, à cette époque-là, il y avait ce qu'on appelait les dévaluations compétitives, c'est-à-dire que chaque pays, quand ils avaient des difficultés, il dévaluait sa monnaie pour retrouver de la compétitivité par rapport aux autres. Et on avait des pans entiers de notre économie, parfois économistes, en ce moment. Oui, parfois agroalimentaire. Moi, je me souviens dans ma région, du jour au lendemain, on avait des problèmes parce que l'Italie avait décidé de dévaluer, et puis après c'était dans l'industrie du meuble. C'était une situation épouvantable, et le prix à payer, c'était déjà des milliers d'emplois qui disparaissaient. Donc je ne crois pas du tout. Vous avez les mêmes arguments que le MEDEF. Cette solution. Non, mais je veux dire, on peut parler sérieusement. Pourquoi c'est prôné par tous les économistes? C'est pourquoi par idéologie vous refusez les dévaluations compétitives que viennent de faire le Royaume-Uni et la Suisse, par exemple, dans le bien de leur économie et de leur peuple. Ça a tellement coûté aux Français. Vous êtes dans l'idéologie pure. Enlevez vos œillères. On va revenir. Attendez, une petite seconde. Je reprends les règles. Merci Florian Philippot. On fait juste un petit détour. Et nous accueillons tout de suite Nicolas Bouzou, économiste au cabinet Asterès. Bonjour Monsieur Bouzou, merci beaucoup d'être avec nous. On va rentrer tout de suite dans le concret. Face à ces chiffres du chômage, sommet social au mois de janvier, avec deux mesures fortes, chômage partiel et impact compétitivité emploi, est-ce que ce sont des mesures qui peuvent inverser la courbe ? Alors attendez, inverser la courbe, ça, j'en sais rien. Ce qui pourrait inverser la courbe, c'est le fait d'avoir de la croissance économique, parce qu'il faut pas s'y tromper. Ce qu'on observe là sur le marché du travail, ça n'est rien d'autre que la conséquence de la baisse d'activité, ce qu'on appelle techniquement la récession. Donc la cause majeure, elle est là. Alors par rapport à ça, vous avez néanmoins des choses à faire dans ce contexte qui est défavorable. La première chose qui est un peu défensive, mais qu'il faut absolument faire, c'est bien entendu tout ce qui concerne le chômage partiel. Alors ça, si vous voulez, ça ne crée pas d'emploi, bien évidemment, mais ça permet d'éviter de rompre de façon définitive le lien entre l'entreprise et un salarié quand vous avez une récession. Donc c'est très important, et bien évidemment il faut le faire. Les Allemands ont très bien fait ça en 2008, ça a plutôt bien fonctionné, donc il faut faire la même chose. Alors, concernant tout ce qui est lié à la compétitivité, bien évidemment c'est extrêmement important. Là, j'attends de voir ce qui va être décidé, mais il y a déjà une mesure qui est sur la table depuis maintenant plusieurs années et qui est de nature à augmenter le taux d'emploi dans notre pays, c'est ce qu'on appelle la TVA sociale. L'idée étant de dire, on va diminuer le coût du travail en baissant les charges. Donc ça, c'est bon pour l'emploi, parce que s'il y a un des rares trucs dont on est sûr en économie, c'est que quand on baisse les charges sur les salaires, c'est bon pour l'emploi. Donc c'est un peu bêta, si vous voulez, de pas l'utiliser. Et on va faire financer ça par d'autres types d'impôts. Alors on parle beaucoup de la TVA, mais en réalité peu importe. Ça peut être la CSG, l'impôt sur le revenu. C'est plutôt indifférent. Mais donc oui, il faut prendre ce type de mesures, et par contre il faut les prendre très vite, parce que moi ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que je ne veux pas affoler nos auditeurs, mais vu l'ampleur de la crise, là si vous voulez, ce qu'on est en train de vivre sur le marché du travail, si on ne fait rien, c'est un apéritif, si vous voulez. C'est-à-dire que moi ce que je crains, c'est qu'on perde 200 000, 300 000, 400 000 emplois. Donc c'est quelque chose qui est pas drôle du tout. Donc il faut prendre des mesures extrêmement rapidement. Et puis au-delà de ça, je termine juste, je vous promets en 15 secondes. je pense qu'il y a des mesures à prendre pour relancer la croissance rapidement au niveau européen. Il est clair que si on avait un euro plus faible par rapport au dollar,
par exemple, ce serait de nature à aider notre croissance. Il ne s'agit pas d'avoir le franc ou je ne sais quelle bêtise j'ai entendu tout à l'heure en arrivant au téléphone, en décrochant le téléphone, mais il s'agit d'avoir en revanche un euro qui est à un niveau beaucoup plus faible par rapport au dollar pour relancer nos exportations, et ça fait de la croissance économique très rapidement quand c'est bien fait. Nicolas Bouzou, vous parliez de l'urgence. Pourquoi que maintenant? Est-ce que ce n'était pas possible de réagir déjà il y a plusieurs mois? Ah bah écoutez, je vais beaucoup vous décevoir, mais je me pose la question toute la journée. Moi, j'ai alerté le gouvernement maintenant il y a plusieurs mois là-dessus. Visiblement, le sujet de l'emploi est un sujet qui a été considéré comme pas assez important pour être traité. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'en sais rien. Ça fait des mois qu'on explique qu'on va perdre beaucoup. Premièrement, qu'il va y avoir une récession, et deuxièmement, qu'on va perdre beaucoup d'emplois. Et il a fallu attendre les déclarations du président de la République sur le sommet social à la fin du mois de janvier, ce qui est très bien, hein. Il faut le faire. Mais bon Dieu, pourquoi à la fin du mois de janvier? Je n'ai pas d'explication. Alain Vidalis et ensuite Florian Philippot. Alain Vidalis, est-ce que ce n'est pas trop tard? Je pense que c'est trop tard et que c'est quand même une opération dont tout le monde comprend le caractère électoraliste. Je voudrais répondre à Monsieur Huyghe sur les 35 heures. Il y a quand même un petit problème. Vous savez, les 35 heures jusqu'en 2007, ça s'appliquait pas aux entreprises de moins de 20 salariés. Alors vous savez qui a généralisé les 35 heures à toutes les entreprises? C'est la droite avec la loi TEPA pour appliquer la loi sur les heures supplémentaires. Alors c'est quand même un énorme paradoxe, et d'ailleurs ils sont pas d'accord entre eux, parce qu'on a ça dans le programme de l'UMP, mais M. Bertrand répond par ailleurs que si on veut maintenir ce financement des heures supplémentaires, il faut maintenir les 35 heures, donc on voit bien et qu'il y a là une incohérence qui est totale. Et quant à ce que dit l'économiste, moi je le partage complètement. De ce que vous avez fait, c'est-à-dire les 35 heures obligatoires. Non, mais monsieur Huyghe, je comprends bien que vous êtes face à vos contradictions, mais ça c'est une réalité à laquelle vous pouvez pas répondre, à laquelle vous pouvez pas répondre, parce que c'est vous qui avez généralisé les 35 heures aux entreprises de moins de 20 salariés, et vous continuez dans vos meetings et sur les radios à raconter cette histoire. Vous êtes là pris en flagrant délit. C'est dans le programme de l'UMP. D'une contradiction. Sébastien Huyghe, vous répondez Florian Philippot tout de suite après en un mot, s'il vous plaît, monsieur Huyghe. Simplement, nous avons présenté le programme de l'UMP. Il y aura la fin des 35 heures, mais ça se fera par négociation par branche et non pas comme l'avait fait Madame Aubry, imposer l'ensemble des 35 heures à l'ensemble des salariés, ce qui avait été détestable. Si les 35 heures avaient été une bonne chose, je pense que d'autres pays, notamment européens, nous auraient emboîté le pas. Personne ne l'a fait, ce qui montre bien les résultats. Florian Philippot va répondre également. L'Allemagne est la même qu'en France. Florian Philippot. Sarkozy en fera des choses quand il sera président de la République, manifestement. Non, il continuera les réformes que nous avons commencées. Quand on se sera débarrassé du président actuel. Mais c'est qui déjà le président? Alors, mais c'est vrai que ce que vous dites est intéressant, parce que Nicolas Sarkozy a fait, alors on avait calculé le nombre de réformes qui a été fait. J'ai plus le chiffre en tête, je vais dire une bêtise, mais ça se comptait en plusieurs centaines. Finalement, que reste-t-il de cela? On en revient à cette perception. Que reste-t-il? Non, mais c'est provocateur comme provocation, évidemment, mais c'est la perception qu'il en reste. Nos opposants nous disent que nous réformons de trop, tous azimuts, dans tous les domaines, et puis aujourd'hui, on nous dit, finalement, on n'a rien fait. Alors, il faudrait savoir. Moi je dis que vous n'avez rien fait. Il faudrait tenir une ligne. Il y a effectivement des centaines de mesures. Ce que nous avons voulu faire, et ce que Nicolas Sarkozy a voulu faire, c'est de dire que pour réformer la France, il fallait réformer dans tous les domaines. Vous ne pouvez pas faire une réforme économique sans réformer la politique de l'emploi, sans réformer la NPE et les ACD qui ont été fusionnés pour faire Pôle emploi, réformer l'université pour amener les jeunes dans le monde du travail. Donc il y a des réformes qui ont été faites tous azimuts pour remettre la France dans la compétition mondiale et conserver ce rang mondial. Un mot de Nicolas Bouzou sur merci. Un mot de Nicolas Bouzou. Nicolas Bouzou, on est tous d'accord, je pense, pour espérer que ça aille mieux en 2012, quels que soient les résultats. Qu'est-ce que vous, avec votre œil d'expert, d'économiste, comment est-ce que vous voyez l'année qui arrive? Mais écoutez, je suis désolé de vous répondre ça, mais le futur, il est quand même fait de ce qu'on en fera. C'est-à-dire que si je regarde les choses en l'état, évidemment, j'ai une perception qui est très négative, parce que je me dis on va avoir une récession dans tous les pays de la zone euro, on va perdre beaucoup d'emplois, etc. Et d'ailleurs, je m'écarte un peu du terrain qui est le mien, mais je ne sais pas trop comment le corps social va répondre à ça, parce que on part d'un taux de chômage qui est déjà très élevé, donc en réalité c'est quelque chose qui m'angoisse beaucoup. Bon, en même temps, on va peut-être être intelligent, si vous voulez, c'est quelque chose qui est peut-être pas complètement impossible non plus. C'est-à-dire que on va peut-être mettre en place des politiques au niveau de la zone euro qui seront des politiques de croissance. Je parlais tout à l'heure d'une dévaluation de l'euro.
On va peut-être mettre en place des mesures, en effet, d'accompagnement des demandeurs d'emploi ou de multiplication du chômage partiel. Et puis surtout, je parlais tout à l'heure des mesures qui sont liées à la compétitivité, comme ce qu'on appelle la TVA sociale. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai parfois l'impression qu'on se dit, on va en débattre pendant la campagne présidentielle, et puis on le fera éventuellement après. C'est-à-dire, grosso modo, dans un an. Et je me dis, mais c'est une folie. Ceux qui disent ça n'ont pas compris à quel point la situation économique risque de se détériorer l'année prochaine. Donc il faut prendre des mesures. Si on prend des mesures, si on prend de bonnes mesures, on pourra bien évidemment se protéger face à ce tsunami qui s'annonce. Un mot. Si on ne fait rien, ça va être très compliqué. Ouais. Merci beaucoup Nicolas Bouzou d'être venu nous voir sur RMC. Un mot, on finit le tour de table. Vraiment, s'il vous plaît, messieurs, en une seconde pour répondre à la question. Est-ce que le chômage va coûter sa réélection à Nicolas Sarkozy? Florent Philippot. Oui, je le pense, comme toutes les promesses trahies, pas que sur le chômage, sur l'immigration, il n'y en a jamais eu autant, plus que sous Jospin, sur le pouvoir d'achat, surtout, c'était le président du pouvoir d'achat, souvenez-vous, là il y a 1 million de chômeurs en plus. Non, moi je pense que 2012 sera une année utile d'abord pour le débat, parce que le débat de la présidentielle il va porter sur les vrais sujets que nous avons mis sur la table et que le PS et l'UMP refusent, l'euro, non, tout le monde est venu aujourd'hui débattre. Moi quand je parle de l'euro, l'économiste me dit que je suis idiot. Sauf que cet économiste, il est marqué, il est très libéral. Sébastien Huyghe, en un mot, vraiment, s'il vous plaît.